Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. « 5 mai 1933, sur la façade de l'église de la Madeleine à Paris flottent d'épaisses tentures, des tentures sombres, des poils de deuil ornés de blasons éclatants, des dizaines de bouquets printaniers ornent l'entrée, les marches, les colonnades, le ciel est clair, tandis que des milliers de badauds vêtus de noir, se massent autour de la place. Sur le parvis, au cœur de la foule, un cercueil sur lequel on distingue la cravate de commandeur de la Légion d'honneur. Une étroite et courte boîte qui contient toute la poésie et tout l'orgueil du monde, dira une femme de lettres citée par François Broche. Car c'est d'une poétesse qu'il s'agit. C'est d'Anna de Noailles, une des plus grandes de son temps. C'est en tout cas ce qu'écrivent les chroniqueurs. Certains vont même oser la comparaison avec Victor Hugo. Sous les voilettes et les hauts de forme, on reconnaît les personnalités les plus influentes du régime de cette Troisième République. Alors à son apogée, il y a là des hommes politiques, mais aussi une nuée d'artistes venus rendre hommage à ce petit brin de femme ardent, ce petit brin de femme volubile à la langue fleurie. Et soudain, le ministre de l'Éducation monte à la tribune et sans trembler se met à clamer « Son charme était au rythme de sa poésie. On subissait ce charme comme on subit un rythme. » Ces paroles ne parviennent peut-être pas jusqu'au fond de la foule silencieuse. Pas moins de 10 000 personnes vont suivre le cortège funèbre. Au Père-Lachaise, il va même falloir improviser un service d'ordre pour faire face à l'afflux d'admirateurs. Et pourtant, le visage d'Anna de Noailles, ce visage si célèbre en son temps, si reconnaissable, cette beauté mystérieuse avec... Vous savez, ces paupières lourdes, ce regard vert, l'épaisse frange noire sur le front, ce visage va peu à peu s'effacer de la mémoire collective. Dans un documentaire de François Giroud et Antoine Gallien, Jean Cocteau avait pourtant prophétisé, et c'était peu de temps après les obsèques, « On la relira, on la découvrira, on ouvrira son sarcophage, on en sortira cette Thaïs et ses papyrus. » C'est justement ce que nous allons faire, nous, redonner chair à cette poétesse qui aura subjugué ses contemporains, avant, il est vrai, de tomber un peu dans l'oubli. Anna Elisabeth était née le 15 novembre 1876 à Paris dans une famille d'aristocrates exilés. Son père, Grégoire Bibesco Bassaraba de Brancovan, est un prince roumain, comme son nom a pu vous l'indiquer. Sa mère Rachel est grecque et toute sa vie, Anna, aux racines lointaines, dira sa fierté d'être née à Paris et d'y avoir demeuré presque toute sa vie. Elle grandit sous les lustres, sous les moulures d'un somptueux appartement de l'avenue Hoche, avec son boudoir oriental, ses galeries de portraits d'ancêtres illustres. Avec son grand frère Constantin et sa petite sœur Hélène, Anna se laisse bercer par le ballet des domestiques, des nourrices, des précepteurs. Ses parents reçoivent, se divertissent, ils fréquentent une élite bien née et cultivée. Anna capte évidemment toutes les influences qui sont là autour d'elle, tout ce qui plus tard fera écrire à Antoine Compagnon. Anna allie une exubérance tout orientale à la plus riche des cultures françaises. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors pour tout vous dire, les grandes joies d'enfants d'Anna de Noailles, ce n'est pas dans le salon bleu et doré de l'appartement parisien qu'elle les éprouve, non. C'est à plusieurs centaines de kilomètres de là, c'est au bord du lac Léman, lorsque les Brancovans, qui possèdent là-bas une vaste propriété, s'installent au bord du lac. Anna est alors au contact avec la nature. Toute sa vie, nous dit François Broche, Anna se souviendra de la route poussiéreuse, des haies de mûriers et d'églantiers, des peupliers feuillus, des troupeaux de petits porcs noirs, des prairies multicolores, des clochers élancés et des maisons basses, spectacle familier et sans cesse renouvelé au rythme du pas monotone des chevaux. C'est là, c'est allongé dans l'herbe, c'est assise sur les sièges de la voiture familiale que cet enfant des villes va s'imprégner de chacun des détails d'une nature qui l'inspire. On peut dire que elle aura été bercée par tout cela, Anna. Et pourtant, voilà un drame qui, soudain, obscurcit le ciel de ses 10 ans. Sa mère quitte la villa
à toute vitesse, elle se précipite à Paris où le prince Grégoire se meurt. Anna et Hélène se retrouvent d'un seul coup, seules avec les domestiques, leur frère est en pension. Et Anna se souviendra. En un instant, nous fûmes assises à la table trop grande, seules l'une face à l'autre, à la place qu'occupaient nos parents. Ascension immédiate et poignante des petits êtres qui tout à coup succèdent dans un espace désertique à ceux qui dominaient, commandaient et protégeaient. Dès lors, on peut dire que l'idée de la mort va profondément s'imprimer jusque dans la chair d'Anna. Cette idée-là ne la quittera plus au point d'en faire une compagne tantôt terrifiante, tantôt fascinante. Je n'ai pas dit attrayante, on pourrait presque le dire. Après une période de deuil, la mère d'Anna décide d'emmener ses enfants sur les rives du Bosphore, parfum d'Orient qui va nourrir là aussi l'imaginaire d'Anna, et de retour à Paris, l'adolescente va traverser la vie avec impatience, si je puis employer cette expression qui fleure bon sa belle époque, car déjà, malgré une santé fragile, une crise d'appendicite également qui a été mal soignée, il y a quelque chose de bouillonnant chez cet enfant qui s'écrie en passant devant un cortège militaire aux Invalides « Oh, je voudrais être 100 hommes !» Son biographe, Frédéric Martinez, raconte: l'enfant sage se mue en princesse rebelle. Elle lit à voix haute la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle clame son amour pour les pauvres. Elle cite La Bruyère qui brocarde les grands. Au grand nom, Anna préfère les grands esprits. Et la voilà bientôt qui va se laisser entraîner dans la grande affaire dans cette grande affaire Dreyfus. Elle crie l'innocence du capitaine. Le 7 mai 1895, elle a 18 ans. C'est un peu comme les puissants, si je puis dire, qu'elle a pris l'habitude de critiquer, qu'elle fait son entrée dans le monde. Et oui, on organise pour elle, avenue Hoche, un bal. Imaginez les bouquets de fleurs somptueuses, les toilettes merveilleuses et les parures. On a convoqué un orchestre viennois qui joue des valses viennoises, et Anna danse un peu à sa manière, tout de même. Vous écoutez Radio Classique. Au printemps 1896, ça veut dire que maintenant, Anna a déjà 20 ans. C'est au cours d'une réception, encore une réception, qu'elle rencontre un jeune homme blond aux yeux clairs. Beau jeune homme, belle stature, issu d'une grande famille. C'est le comte Mathieu de Noailles. Est-ce qu'on peut parler d'un coup de foudre? En tout cas, les choses vont se faire avec la force de l'évidence. Ils comprennent qu'ils sont faits, tous ces deux-là, pour se marier, ce qui va d'ailleurs arriver très vite. Près du lac Léman, les villageois sont conviés aux festivités, banquets bucoliques et encore des danses et des feux d'artifice. Et puis, le couple va s'installer à Paris, avenue Henri Martin. Anna et son jeune époux, tous deux dreyfusards, je vous l'ai dit, se mêlent au bouillonnement du temps. Anna reçoit, sort énormément. Elle a ce tempérament remarquable, cette fougue. Même ses vers qu'elle clame en société font parler d'elle. Je cite encore Frédéric Martinez. Elle règne dans les salons où sa conversation, son monologue fait mouche. On attend ses images, on redoute ses traits. Cet académicien barbu est un écureuil en chaussons de lisière, dit-elle. Cette femme peu amène à un profil de couteau à poisson. Anna pose 1000 questions dont elle fait les réponses, laissant ses interlocuteurs admiratifs ou épuisés. Elle passe du coq à l'âne, charrie 1000 impressions, déchaîne un cyclone d'images. Bref, Anna est un spectacle et on se presse pour y assister. Dans l'intimité, disons-le, la vie a un peu moins d'éclat. Anna est constamment rongée par des migraines et avec son beau comte de Noailles, elle a tendance à s'ennuyer. La naissance de leur fils la plonge dans une dépression au point qu'elle est envoyée en clinique pour s'y reposer. C'est du côté de la poésie qu'elle va trouver les moyens de se ressourcer. En 1901, elle va même suffisamment bien pour publier son premier recueil de poèmes qui s'appelle Le cœur innombrable. Et voici ce qu'elle écrit. Déjà la vie ardente incline vers le soir, respire ta jeunesse, le temps est court qui va de la vigne au pressoir, de l'aube au jour qui baisse. Triomphe de ce recueil, ces odes à la vie, à la nature séduisent les critiques comme la jeunesse, et bientôt on la surnomme la muse des jardins. Parmi ses admirateurs, il y a les plus grands noms, Léon Blum est de cela, et Paul Valéry, et Anatole France, et puis évidemment le plus enthousiaste de tous, Marcel Proust, qui ira jusqu'à écrire
Je l'ai connue jeune fille, je n'admire aucun écrivain plus qu'elle. J'ai pour elle une profonde amitié et je reconnais que sa conversation apporte des choses qu'on ne trouverait pas dans les livres. Bel hommage de Proust. Elle publie dans la foulée L'ombre des jours et la voilà qui maintenant, grisée par son succès et par le triomphe qu'elle remporte dans les salons, va se mettre à arborer des tenues un peu extravagantes, comme le raconte Françoise Giroud, une robe vert pomme, un chapeau noir d'où retombent des plumes d'autruche, un chapeau si large qu'elle ne passe même pas dans les portes. En 1903, Anna déroute en publiant un roman, Les Nouvelles Espérances. Elle donne également une interview retentissante dans l'Écho de Paris. « Je suis anarchiste suivant l'Évangile », dit-elle. On parle beaucoup d'Anna. Elle est, vous l'aurez compris, la personne à la mode. Et à cette époque, elle est d'ailleurs la première présidente du prix Vie Heureuse, qui deviendra le prix Femina. C'est une façon de répondre, selon les membres du jury, à la misogynie supposée du jury Goncourt. Anna est aussi très amoureuse. Cet homme qui l'enchante est en tout point son opposé, c'est Maurice Barrès, le nationaliste convaincu qu'elle a rencontré quelques années plus tôt. Ils se promettent un amour platonique, ils se lancent dans une correspondance enflammée. L'aura d'Anna est telle qu'elle fascine les peintres comme Jean-Louis Forain, bien sûr, ou plus tard Kees van Dongen, ou Jacques-Émile Blanche, évidemment. Aux alentours de 1905, ce rôle de muse va l'entraîner jusque dans l'atelier de Rodin. Elle raconte ses séances de pause avec le maître. Il sent le Bourgogne, il est comme dans un brouillard de rêve, en même temps, il a l'œil malin. Et quand elle peut enfin contempler le buste qu'il a fait d'elle, alors là, elle est déçue, déception cuisante, elle ne voit que son nez proéminent. Anna refuse tout net de reconnaître ce portrait. Le buste sera exposé au Met sous le nom de Madame X, parce qu'on n'a pas le droit de dire que c'est Anna de Noailles. Elle est orgueilleuse, pour tout vous dire. Elle a un besoin impérieux de plaire, d'être aimée, d'être approuvée de tous. On imagine sa détresse lorsque Barrès, d'un seul coup, met un terme à leur relation. Eh oui, il a compris, Barrès, que c'est son mariage qui était en difficulté, et il a décidé d'arrêter cette liaison avec Anna, même si c'était une liaison platonique. Elle est bouleversée, mais sa plume séduit plus que jamais. Elle publie Les Éblouissements. Le succès dépasse cette fois les frontières. Sa carrière est à son firmament, tandis que rien ne va plus avec son mari Mathieu, une cohabitation cordiale qui est en train de tourner au vinaigre. Anna s'installe dans le 16e arrondissement et durant ces années de bouleversement, elle continue de voyager. Elle tombe amoureuse d'un jeune poète, Henri Franck, qui lui sera bientôt ravi par la tuberculose. Elle traverse une période d'autant plus difficile que le neveu de Maurice Barrès, qui était tombé fou amoureux d'elle, va se donner la mort. Alors bien sûr, on la désigne comme responsable de tout ça, on la montre du doigt. En 1913, elle écrit Les Vivants et les Morts, une œuvre plus sombre et plus mélancolique. Anna, comme le note son biographe, semble hantée par un funeste pressentiment. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est un poème d'Anna de Noailles que chantait évidemment Karine Deshaye, mais on n'en a entendu là vraiment que quelques mots. Le sombre pressentiment qui hantait la poétesse va se matérialiser en juin 14 avec l'assassinat, bien entendu, de l'archiduc et le début de la guerre. Ça va être pour elle une période effroyable. Elle n'hésite pas à se rendre au chevet des blessés. Elle entretient avec les poilus une véritable correspondance et avant la fin de la guerre, elle va retrouver Maurice Barrès. Et cette fois, il ne s'agit plus du tout de se laisser entraver par les convenances. Ça va bien, l'amour platonique. Au fil des ans, ils vont vivre des choses beaucoup plus fortes. Leur passion s'étiole. Néanmoins, Barrès est sans doute blessé d'apprendre qu'Anna a entretenu une liaison avec Edmond Rostand. Elle se passionne un temps aussi pour Maurice Chevalier, qu'elle effraie, pour tout vous dire. Et malgré les aléas de cette relation avec Barrès, la mort du grand écrivain en 1923 va l'atteindre profondément. En toi seul, j'étais à ma place, ce n'était que dans ta prunelle que j'étais juste et naturel, dira-t-elle. Et c'est Françoise Giroud qui cite là Anna de Noailles. Elle perd aussi sa mère, et puis son ami Marcel Proust, bien sûr. Elle en reste inconsolable, et pour ne rien arranger, elle est maintenant de plus en plus la cible des critiques. Franck Ferrand sur Radio Classique.
Dans son appartement du 16e arrondissement, Anna de Noailles vit la plupart du temps couchée, des rondelles de citron sur le front pour soulager ses maux de tête. Elle reçoit ses proches, Jean Cocteau, bien entendu, et d'autres. Les signes d'une lassitude de ses spectateurs semblent néanmoins de plus en plus évidents. C'est François Mauriac qui s'en fait l'écho, j'allais dire comme par hasard. Le vacarme de son monologue qui tue autour d'elle toute conversation. Elle porte son feu d'artifice à domicile, écrit-il. Toujours le même, après 2 ans, je reconnais les fusées. Comme c'est dur, ça. Il est incroyable, lui. Elle souffre sans doute aussi elle-même de cette réputation. Et puis, disons-le, il y a de nouveaux artistes qui se sont fait jour et qui lui font maintenant de la concurrence. Ça n'empêche pas Anna de Noailles, à l'approche de la cinquantaine, de connaître encore des heures de gloire. Elle était élue à l'Académie royale de Belgique, l'Académie royale de langue et de littérature française. Vous savez que l'Académie française, à l'époque, n'accepte pas les femmes. Elle reçoit le Grand Prix de littérature de l'Académie française néanmoins. Elle déclame ses poèmes à la radio et puis elle va devenir donc la première femme commandeur de la Légion d'honneur en 1931. On la qualifie d'égérie de la Troisième République, mais dans sa mansarde, comme elle appelle sa très belle chambre, elle est de plus en plus tenaillée par la dépression, par ses migraines qui ne la quittent plus. Elle essaie de rédiger ses mémoires, mais le mal qui la ronge l'empêche d'en venir à bout. On pense que c'est une tumeur au cerveau. J'ai la gare Saint-Lazare dans la tête, écrit-elle. Son calvaire va s'achever donc le 30 avril 1933 dans l'après-midi. Toute sa vie, on peut dire qu'elle avait été habitée par l'idée de cet ultime instant. C'est elle-même qui avait écrit « S'en aller calmement avec la fin du jour, mourir des flèches d'or du tendre crépuscule, sentir que l'âme douce et paisible recule vers la terre profonde et l'immortel amour. » Vous écoutez Radio Classique.